Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Imaginer demain, le podcast de Sinopia. Alors pour les podcasteurs qui nous découvriraient, Sinopia est un think tank indépendant qui œuvre pour une gouvernance plus éthique, efficace et transparente. À travers nos analyses et nos recommandations, nous accompagnons les décideurs et les citoyens afin de construire ensemble le monde pour qu'il soit le plus juste et responsable possible. Nous développons également l'idée du droit à être bien gouverné, car oui, nous avons le droit d'être bien gouvernés. Mais pour y parvenir et arriver à formuler des propositions utiles aux décideurs, nous devons évidemment en permanence chercher à bien comprendre le monde dans lequel nous évoluons, que ce soit à l'échelle locale, régionale, nationale, européenne bien sûr, et internationale. Et c'est d'autant plus crucial que tout évolue de plus en plus vite et de façon brutale et que l'incertitude domine. C'est pourquoi chaque mois, nous prenons avec vous le temps d'explorer une thématique actuelle en profondeur aux côtés d'un invité de marque. Ensemble, nous décortiquons les enjeux et confrontons les idées pour vous apporter des clés de compréhension et d'action. Alors, restez à l'écoute et embarquez avec nous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Didier Lebray, ambassadeur et directeur de l'Académie diplomatique et consulaire du Quai d'Orsay, le ministère des Affaires européennes et étrangères, dont il a été le préfigurateur. Je parle de l'Académie diplomatique, bien sûr. Au fil de votre parcours, cher Didier, vous avez exercé de nombreuses fonctions majeures au sein de la diplomatie française. Vous avez été premier secrétaire à Moscou, puis à Vilnius, avant de devenir premier conseiller de la mission permanente de la France auprès des Nations Unies à New York, notamment au début des années 2000. Vous avez ensuite pris la tête de la mission de la coopération à Dakar, puis occupé des fonctions de directeur adjoint au cabinet du secrétaire d'État chargé de la coopération et de la francophonie. Après avoir été ambassadeur de France en Haïti, à l'époque du dramatique tremblement de terre qui a ravagé l'île, vous avez dirigé le centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères, alors nommé comme cela, avant d'être nommé aux côtés de François Hollande, coordinateur national du renseignement, une fonction éminemment stratégique. Après avoir œuvré pendant près de 2 ans pour sa création, le 12 juillet 2024, vous avez donc été nommé directeur de l'Académie diplomatique et consulaire du Quai d'Orsay. Alors nous entrons maintenant dans le vif du sujet, je vais vous poser la première question. Mais avant cela, j'aimerais que vous nous disiez quelques mots de votre exceptionnel parcours, de ce qui vous anime, de ce qui vous fait avancer et de vos convictions. Merci beaucoup, Alexandre, merci de cette invitation. Ce qui m'anime, je pense que c'est ce qui anime la plupart des gens qui s'engagent dans cette voie qui est celle de la diplomatie, c'est le besoin d'agir pour essayer chacun à son niveau d'apaiser le monde. Alors, ça peut être fait de mille façons, mais je crois que le ressort premier, c'est ça. C'est quand je dis agir, ça peut être aussi à travers la réflexion, mais c'est aussi beaucoup dans l'action, parce que les relations humaines, elles sont faites d'interaction, et qui dit interaction dit action. Donc, il faut aussi s'engager dans cette voie qui est austère du dialogue, qui est une voie exigeante, ne pas céder aux impulsions, ne pas céder au ressenti, ne pas céder à la facilité, mais accepter l'idée qu'on puisse construire quelque chose de durable avec ce qui n'est pas soi. Et quand vous avez choisi cette voie, c'était évident, vous aviez ça en vous depuis très longtemps, ou finalement ça s'est dessiné au fil voilà, du parcours étudiant? Ah, je vais pas vous dire que je suis diplomate dans l'âme depuis que je suis tout petit, mais je pense qu'il y a des choses assez concrètes qui font que ça s'ancre plus ou moins naturellement. L'expérience, par exemple, de l'expatriation, j'ai été assez jeune confronté au voyage, et donc je pense que déjà, quand vous avez pas mal voyagé, ça peut vous orienter vers une carrière, alors pas forcément de diplomate, mais en tout cas à l'international, quelque chose qui vous permet de voir le monde dans sa complexité et sa beauté. Bon, les voyages, ça forme toujours la jeunesse et les autres d'ailleurs. Alors l'Académie diplomatique et consulaire, donc, fête ses 1 an. Vous en avez donc été le préfigurateur, c'était le terme exact de fonction que vous occupiez à ce moment-là. L'expérience n'a pas été simple, hein, parce que vous allez sans doute nous l'expliquer, mais créer une institution comme celle-là au sein de cette grande institution ne relevait pas du tout de la spontanéité. Alors pouvez-vous nous présenter cette académie, ses objectifs, ses missions, et puis finalement pourquoi avoir rajouté une organisation comme l'Académie au sein du Quai d'Orsay? J'ai envie de dire que l'académie, c'est un peu l'enfant d'une crise. L'enfant d'une crise dans la mesure où, vous vous en souvenez peut-être, après la réforme qui était sans doute indispensable de la haute fonction publique, qui a érigé en norme la mobilité
interministérielle et la possibilité de ouverte à tous les fonctionnaires et aux fonctionnaires de pouvoir exercer leur mission et leur talent dans différentes administrations, ce qui en soi me paraît extrêmement sain, a eu comme dommages collatéraux, en tout cas du point de vue des diplomates à ce moment-là, de supprimer notre corps. Mais ça a été la même chose pour les préfets. Alors, quand on dit corps, on a toujours cette référence au corps d'Ancien Régime. Alors après, est-ce que ça a été notre nuit du 4 août? Est-ce que ça a été le moment où finalement les derniers privilèges ont été abolis? Je pense pas que c'était un privilège et je pense que ça a été mal vécu par les diplomates à ce moment-là parce qu'ils ont eu le sentiment qu'on banalisait un peu la fonction de diplomate. Si tout le monde pouvait le faire, ça voulait dire que en gros, c'était ni une vocation ni un métier. C'était pas du tout l'esprit dans lequel je pense que le président avait conçu cette réforme. L'idée, une fois encore, c'était la mobilité et de permettre à chacun d'exercer ses talents le plus largement possible. Et l'expérience montre aujourd'hui, à quelques années de cette réforme, que finalement, c'est une filière qui est toujours aussi exigeante, que pour y accéder, il y a encore des concours et que ces concours sont éminemment républicains. Donc fondamentalement, ça n'a pas changé le caractère sélectif et républicain de ces missions. Mais ça a permis d'envoyer peut-être un signal qu'au fond, le Quai d'Orsay avait besoin, même si c'est un ministère qui est extraordinairement ouvert. Je rappelle que sur 14 000 agents, vous en avez plus de pratiquement la moitié aujourd'hui qui sont des contractuels, donc des gens qui ne feront pas carrière au Quai d'Orsay, mais qui apportent énormément, parce qu'ils viennent de la société civile, ils viennent du secteur privé, ils viennent des organisations internationales. Et donc on a besoin de ces talents pour nourrir nos négociations, nos réflexions, l'action du ministère. Et c'est très bien comme ça. Donc voilà, l'académie, ça a été au fond une mesure garantissant aux diplomates que on resterait sélectif et que ceux qui nous rejoignent bénéficient des meilleurs standards de formation à nos côtés. Alors avec l'Académie diplomatique, vous portez de très nombreux projets. Vous avez même lancé ou relancé une vieille idée du Quai d'Orsay qui était de consacrer en fait chaque année un des auteurs au travers d'un prix littéraire, c'était il y a quelques semaines. Et puis vous avez choisi également, et c'est aujourd'hui, 5 septembre, que s'ouvre cette première édition de la Fabrique de la diplomatie organisée à la Sorbonne pendant 2 jours. Alors pourquoi un tel événement, très ambitieux s'il en est quand on voit la richesse du programme, et que va-t-il se passer et qui va venir pendant ces 2 jours? Alors ces 2 journées, c'est un peu le point d'orgue de ce qu'on construit depuis 1 an avec toutes les équipes de l'académie, puis au-delà avec toutes les équipes du Quai d'Orsay, parce que c'est un projet qui est à disposition du ministère, hein. C'est pas une entité qui tourne sur elle-même, elle est au service de l'appareil diplomatique, au service du ministre, au service du gouvernement. Et donc ça sera un peu le point d'orgue de tout ce qu'on a essayé de développer, c'est-à-dire ce que le ministre appelle le lien diplo-nation, c'est-à-dire montrer que au fond, le Quai d'Orsay est une administration qui rend beaucoup de services. Alors les services qu'on a généralement le plus en tête, c'est les services consulaires, la plus grande mairie de France à l'étranger, c'est les visas, c'est l'assistance aux Français, c'est la gestion de crise, c'est bref tout ce qui fait que les Français, où qu'ils soient, ont une administration à leur service. Donc c'est au sens vraiment très littéral, une administration de service, mais ces services, ils se limitent pas aux services rendus à la communauté française expatriée. C'est également, on les retrouve dans toutes les dimensions de la vie de notre pays. La dimension sécuritaire. Si vous voulez arrêter les terroristes avant qu'ils ne frappent sur le sol français, mieux vaut aller les chercher très en amont. Si vous voulez réduire l'empreinte du narcotrafic sur notre territoire, mieux vaut avoir des coopérations utiles avec les pays éventuellement de départ. Si vous souhaitez éviter que nos compatriotes aient à subir année après année des crises écologique majeure qui va impacter sur notre agriculture, sur tout simplement notre capacité à vivre encore le territoire, y compris singulièrement le littoral, eh bien ça se passe aussi en dehors de nos frontières et c'est notre capacité à emporter les principaux acteurs émetteurs de CO2 à accepter l'idée que la coopération est dans l'intérêt de tout le monde. Bref, sur tous les fronts, climatique, sécuritaire, économique, notre capacité à faire de notre pays un pays d'attractivité pour les investissements étrangers, accompagner aussi les entreprises françaises à l'étranger. Tout ça, ça crée des emplois.
Et tout ça, c'est aussi le résultat de l'action diplomatique. Donc, pour être fort sur tous ces domaines d'activité, encore faut-il que les gens y soient préparés. Et donc, moi, mon ambition pour l'académie, c'est pas seulement de former nos diplomates à l'action diplomatique classique, c'est-à-dire les relations entre États, la négociation de traités, de conventions, mais c'est d'en faire des acteurs complets sur l'ensemble des enjeux qui structurent aujourd'hui l'avenir de notre pays. Et donc, il faut qu'ils soient parfaitement affûtés sur les questions économiques, il faut qu'ils soient parfaitement affûtés sur les questions de transition écologique, il faut qu'ils sachent quels sont les enjeux aujourd'hui associés aux minerais critiques, parce qu'on sait très bien que ça va se jouer, mais aussi des diplomates qui sachent parfaitement maîtriser toute la chaîne de valeur de ce qui va faire précisément la valeur ajoutée de nos économies demain, depuis les microprocesseurs en passant par le cloud jusqu'aux plateformes et bien sûr l'IA, l'écosystème de ce qui aujourd'hui est en train de booster nos économies. Il faut absolument que la diplomatie soit aux avant-postes sur ces questions. Donc c'est aussi ça l'académie, et la meilleure façon d'y parvenir, c'est de créer ce que j'appelle des interfaces. Des interfaces avec d'autres ministères, des interfaces avec le secteur privé, des interfaces avec le monde de la recherche, d'où le partenariat avec Sinopia, des interfaces avec la société civile, d'où aussi la création de la réserve citoyenne diplomatique. On l'a lancée le 3 juin dernier. 24 heures après, ouverte dans un premier temps uniquement aux Français qui ont un lien juridique avec le ministère, soit à travers les opérateurs, soit à travers des conventions de partenariat, soit parce qu'ils ont été auditeurs du Collège des études de l'Académie diplomatique, soit parce que ce sont des jeunes qu'on a déjà formés à travers l'Académie diplomatique d'été. Bref, tous ces différentes communautés de Français, en 24 heures, nous avons eu 1800 CV. C'est vous dire à quel point les Français demandent de s'engager aux côtés de la puissance publique, parce que plus personne ne pense que euh, l'action publique n'est ou ne serait que l'affaire des fonctionnaires. C'est l'affaire de l'ensemble de la population. D'ailleurs, c'est un des objectifs de Sinopia, que de créer une gouvernance qui soit suffisamment inclusive pour qu'elle soit forte et qu'elle puisse nous amener au meilleur niveau euh, face à l'ensemble des défis auxquels on est confronté. Et donc, vous mentionniez tout à l'heure aussi le prix du Quai d'Orsay, mais je vais revenir à la fabrique de la diplomatie. Le prix du Quai d'Orsay, le prix littéraire du Quai d'Orsay, c'était aussi une façon d'ouvrir les ambassades, de montrer pour ce qu'elle est l'avis de nos diplomates à des écrivains qui passeront une semaine, vivront le quotidien des diplomates, d'un ambassadeur, d'une ambassadrice, de manière ensuite à aussi irriguer leurs imaginaires, et par ricochet nourrir aussi nos imaginaires de ce qu'ils auront vu de nos expériences. Alors, la fabrique, j'y reviens en quelques mots. 2 journées, donc les 5 et 6 septembre, à la Sorbonne Nouvelle, qui est une université récente, et donc qui a bénéficié de gros investissements et qui a donc des infrastructures excellentes pour accueillir un large public, hein, puisque c'est un événement ouvert au grand public. On attend entre 25 et 30 000 personnes sur 2 jours, donc c'est vraiment un événement important. On va y parler, bien sûr, des grands enjeux de la géopolitique la plus contemporaine, Trump, la Chine, l'Ukraine, les enjeux économiques, écologiques, bref, tout ce qui mobilise le Quai d'Orsay. Et donc, on va faire venir à la fois des acteurs de la politique étrangère, mais aussi des praticiens de cette politique étrangère. C'est pour ça qu'on aura une présence très forte du monde académique, des collectivités territoriales, du monde du business. Mais à côté de ces 40 tables rondes de très haut niveau, on aura une centaine d'exercices destinés au grand public et notamment aux jeunes et aux étudiants. Des exercices immersifs, des jeux de rôle, des rencontres en B2B, comme on dit, alors à la fois pour le grand public et les entreprises. On va mobiliser une trentaine d'ambassadeurs et d'ambassadrices qui viendront spécialement pour se rendre disponibles et faire ce genre de rencontres. C'est toujours enrichissant, et surtout ça peut être très inspirant
pour des jeunes d'être en contact direct avec des praticiens de nos métiers. Bref, donc 2 jours dont je pense qu'ils feront date, dans la mesure où c'est un peu la première fois que le Quai d'Orsay conjugue 2 types d'exercices. Alors on a traditionnellement nos conférences des ambassadeurs, mais ce sont plutôt les ambassadeurs qui dialoguent avec les autorités gouvernementales et le président qui donne, ses instructions pour, les mois qui viennent. Là, on est dans un exercice, où on associe directement le grand public à notre réflexion, le monde académique pour, aussi nous éclairer et où l'on, essaie de faire la démonstration à la fois de la diversité des talents qui composent le Quai d'Orsay, parce qu'il y en aura pour tous les goûts, depuis le protocole en passant par la communication, la lutte contre la désinformation, la gestion de crise, la réflexion, sur, des sujets, extrêmement nouveaux et difficiles, à appréhender. Et aussi une diplomatie en action à travers justement cette centaine d'événements, dont une très belle programmation culturelle, puisqu'on a pour partenaire le Théâtre de la Concorde, l'Institut français, les Alliances françaises, et également des masterclass de cinéma. On parlera de diplomatie et d'humour, on parlera aussi de la relation franco-allemande à travers les images. Bref, ça sera, je pense, extrêmement euh, riche et je pense que chacun repartira avec quelque chose d'utile. Combien d'intervenants, combien de tables rondes? Alors, les tables rondes, une petite cinquantaine. Les intervenants, je crois qu'on est à plus de 200 là. Très grosse logistique, j'imagine, pendant tout l'été pour préparer ça. Exactement, mais là aussi, on a mobilisé énormément de bénévoles, presque 250. Et tout le Quai d'Orsay est mobilisé. Et au-delà du Quai d'Orsay, tous nos opérateurs, l'Agence française de développement, Business France, Campus France, l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, Expertise France, France Volontaire, tous ces petits France Média Monde, qui sont autant d'entités qu'on souhaite également mettre en valeur. C'est vraiment ça, j'aurais dû commencer par ça, l'esprit de cette manifestation, c'est de montrer que le Quai d'Orsay, c'est pas une espèce d'isolat qui se limiterait à la conception de notre politique étrangère, voire à son exécution. C'est une communauté de talents qui est aussi qui a pour vocation d'animer d'autres communautés qui participent de manière tout aussi efficace, hein, on le sait, hein, depuis l'après-guerre, on sait très bien que la relation interétatique n'épuise pas la matière diplomatique. Il y a une diplomatie des villes, une diplomatie des régions, il y a une diplomatie, aujourd'hui on le voit bien à travers la Silicon Valley et son techno-césarisme, on voit bien qu'il y a aussi une prétention aujourd'hui à gérer les affaires globales du monde. Il y a aussi une diplomatie de la société civile. Quand Greta Thunberg, du haut de ses 15 ans, tense la communauté internationale et 150 chefs d'État réunis en leur disant How dare you? C'est de la diplomatie au plus haut niveau qui oblige aussi les représentants des gouvernements à accepter cette idée qu'ils ne peuvent pas dialoguer qu'entre eux. Eh bien, c'est tous ces écosystèmes que le Quai d'Orsay est chargé d'animer. Et donc, on mettra en valeur tous nos partenaires pendant ces 2 jours. Vous mentionniez le partenariat Sinopia, on vous en remercie, on en est très fiers d'avoir conclu ce partenariat avec vous. Et on organise d'ailleurs une des 50 tables rondes de cette académie. On a évoqué le prix du Quai d'Orsay, je fais une petite séquence publicitaire pour son lauréat, parce que l'auteur est formidable, il s'appelle Omar Youssef Suleiman et il a écrit un livre qu'il faut absolument se procurer qui s'appelle L'Arabe qui sourit. Un témoignage remarquable, sachant que l'auteur en question est un Syrien qui a vécu quelques heures difficiles dans ce pays qui lui est cher mais qui souffre beaucoup. On va revenir un instant sur la jeunesse et finalement on a bien compris au début de notre échange ce qui vous a motivé à vous engager au service de la diplomatie et donc de notre pays. À votre avis, pourquoi les jeunes auraient intérêt ou pourraient trouver un sens à s'engager dans cette voie? Quel message clair, simple et net avez-vous envie de leur dire? En fait, il y a 2 bonnes raisons. La première, c'est qu'il y a très peu, d'activités aujourd'hui qui se limitent, à l'Hexagone. C'est-à-dire que, quel que soit son domaine d'activité, à un moment, on est confronté, à l'international. Donc mieux vaut l'anticiper, mieux vaut s'y préparer et je crois que les jeunes, en ont parfaitement conscience. Ce qui me frappe, par exemple, c'est que si je compare, par exemple, avec le niveau d'anglais d'il y a 30 ans dans notre pays, qui était honnêtement pas terrible. Alors,
peut-être pour des raisons historiques, parce que avec le français, on peut se débrouiller à peu près partout. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, même si la France reste une des principales langues parlées dans le monde, avec un bassin de population qui est en croissance, hein, près de 800 millions dans les années qui viennent, notamment avec l'Afrique. Mais en tout cas, je sens une plus grande ouverture. L'Europe est passée par là. Les bébés Erasmus sont aujourd'hui à maturité. Et cette appétence pour le monde, pour l'international, elle est quasi naturelle. Donc c'est normal qu'ils viennent vers nous, c'est normal qu'ils s'intéressent à ce qui se passe dans le monde et que donc ils se tournent vers nous. Par ailleurs, la deuxième raison, je pense, c'est que c'est peut-être une raison plus négatif, c'est que il y a une vraie angoisse aujourd'hui qui monte de ce que on a le sentiment que notre destin nous échappe. Notre sécurité paraît aujourd'hui décidée à Washington. Notre capacité à réguler les flux migratoires nous paraît aussi dépendre d'autres que nous. Sur les questions écologiques, on voit bien aussi qu'il y a une inertie. La France qui n'émet qu'à hauteur de moins de 1% de gaz à effet de serre, elle sera victime à une proportion qui sera nettement supérieure à ce qu'elle émet. Donc tout ça crée un sentiment d'à la fois de peur, parfois même de panique. Mais la contrepartie positive de ça, c'est aussi que je pense qu'on a une génération qui a conscience qu'on ne peut pas rester juste les deux pieds dans le même sabot, il faut s'engager. Et je pense que c'est à cet engagement qu'il faut aujourd'hui à la fois faire écho, se préparer et trouver des formes modernes qui permettent à cette énergie de trouver, à se canaliser, à être employée. Et la fabrique de la diplomatie va y contribuer. Bravo. Rendez-vous dans quelques jours, enfin demain, après-demain, pour faire le bilan. Euh, Au cœur de l'Académie diplomatique, vous avez un accès formidable finalement aux grandes tendances, à ce qui se passe dans le monde, ce qui nourrit évidemment l'action que vous menez. Donc je vous propose de prendre un petit peu de champ pour regarder un petit peu en effet ces enjeux qui touchent à la diplomatie. Est-ce que vous pensez que la notion de diplomatie a évolué, qu'en fait le monde contemporain refaçonne un peu je dirais le concept, les pratiques? Est-ce que finalement, dans le monde qu'on voulait absolument multilatéral, mais qui se reconfigure aussi, est-ce qu'on trouve finalement des limites à, en tout cas, la façon dont nous concevons la diplomatie? Je pense que la réponse, elle est presque trop évidente, puisqu'on en fait aujourd'hui l'expérience malheureuse et parfois même atterrée d'un constat d'une régression terrible. Euh, Quand les pères fondateurs de la charte de l'ONU se réunissent à San Francisco, on est encore d'ailleurs, la charte, elle est en cours d'écriture, alors que la guerre n'est pas finie. C'est dire à quel point ces concepteurs avaient conscience que la guerre ne serait pas, même une issue heureuse à la guerre, ne serait pas une solution en soi. On avait d'autres exemples d'un congrès de Versailles qui avait soi-disant réglé le problème de la Première Guerre mondiale et qui n'avait rien réglé du tout parce que précisément la Société des Nations avait échoué à créer une communauté qui se mette d'accord sur des objectifs partagés et sur une volonté surtout de faire communauté. Euh, L'ONU a réussi au lendemain de la guerre, même si à l'époque il y avait que 50, 50 États ou 51 qui étaient autour de la table, puisque on était au début d'un grand mouvement de, de décolonisation et d'indépendance de ceux qui vont rejoindre ensuite l'ONU. Mais ce qu'il faut retenir de cette période, c'est le constat sur une expérience tragique avec des dizaines de millions de morts, des dégâts colossaux. On oublie toujours quand on parle de la guerre, on recense les dégâts, les morts, mais on oublie aussi l'onde de choc que ça produit dans les esprits. La plupart des guerres ont généré les guerres d'après, parce que ça crée du ressentiment, ça crée un sentiment d'injustice, le besoin de revanche. Or, la seule façon d'arrêter cette espèce de tragédie grecque d'une guerre qui se nourrit d'une guerre et qui génère d'autres guerres, c'était la réponse de l'ONU, d'une communauté internationale qui dépasse les conflits d'intérêts nationaux pour créer une communauté internationale. Alors, est-ce que euh, ça a été un succès? Bien sûr qu'aujourd'hui, on peut faire le constat que cette communauté
n'existe quasiment plus. Mais elle a produit quand même beaucoup de choses. Elle a produit l'obligation, d'abord que l'Europe se reconstruise sur de nouvelles bases. Ça a été le formidable projet de l'Union européenne, qui est inspiré en fait du projet de l'ONU. Mettre en commun le charbon et l'acier, c'est inscrit, je dirais, quasiment dans la charte de l'ONU, qui a deux piliers. Le pilier sécurité, paix et sécurité, on n'envahit pas son voisin, on respecte les frontières, la souveraineté, même si, par ailleurs, on accepte aussi l'idée du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce qui crée une tension au sein même de la charte entre le respect des frontières et le droit des peuples mais cette tension, on l'a réglée bien sûr, à travers des conflits, la guerre d'Algérie et pas mal de guerres de décolonisation, mais néanmoins, c'est resté maîtrisé et ça a permis des transitions. Mais à côté de ce volet de paix et de sécurité, de respect des frontières, de la souveraineté auquel tous les États sont attachés aujourd'hui, et ça on le voit y compris à travers les votes à l'ONU, si tous ne sont pas favorables aux sanctions, tous sont pour qu'on respecte à minima l'ordre westphalien, c'est-à-dire où les États peuvent disposer et se faire respecter pour ce qu'ils sont. Mais en réalité, le deuxième pilier, je dirais presque le plus important, avec celui de la paix et de la sécurité, c'est celui de la coopération entre les nations. La coopération, et non pas la compétition féroce, la coopération entre les nations, où les nations ont tout à gagner à organiser elles-mêmes, spontanément et de manière structurée, cette coopération. Or aujourd'hui, qu'il s'agisse du commerce, qu'il s'agisse de l'aide publique au développement, qu'il s'agisse même de la circulation des cerveaux, qu'il s'agisse de l'accueil des migrants, des règles de l'hospitalité, en règle générale, qui étaient aussi inscrites dans la charte. Tout ça aujourd'hui est en train d'être miné par une vision qui est extraordinairement régressive, que la volonté d'un seul pays pourrait s'imposer à l'ensemble de la planète et en faisant absolument aucun cas des conséquences de cette situation de fait. Donc je ne crois pas du tout qu'on soit à la fin de l'histoire, je ne crois pas du tout que, il n'y ait pas une possibilité de réactiver ce qui a fait le succès de l'ONU, mais ça ne peut être qu'une entreprise extraordinairement volontariste, déterminée, y compris des membres fondateurs de l'ONU, pour accepter l'idée que l'ONU doit aussi, évoluer, que, quand la Chine, adhère à l'OMC, en 2000, c'est à peu près le PIB de la France. 25 ans plus tard, c'est le PIB de l'Union européenne, voire plus. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, autour de la Chine, de l'Asie du Sud-Est, d'une Afrique qui aussi émerge, euh, il y a un besoin de rééquilibrage de la gouvernance mondiale. Sinopia est un think tank qui a mis au cœur de sa réflexion la gouvernance. Cette question de la gouvernance mondiale, elle est majeure pour sauver l'ONU. On ne sauvera pas l'ONU si on n'arrive pas à repenser non seulement les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire le FMI et la Banque mondiale, comment est-ce que ces institutions peuvent se réformer de manière à accueillir davantage la voix, la participation et peut-être même aussi les décisions de ceux qui aujourd'hui sont encore à l'écart. Et pareil sans doute pour l'ONU, notamment à travers la réforme du Conseil de sécurité qui aujourd'hui s'impose. On ne peut plus avoir un directoire de 15 pays qui décide pour la paix et la sécurité de tous. Il faut que d'autres grands pays émergents, dont les voix comptent, puissent participer à cette gouvernance. La France y est totalement favorable. Il faut maintenant arriver à s'engager de manière peut-être plus déterminée sur le choix de ces pays et avancer. Pour en revenir un instant à tout ce qui pollue aujourd'hui les relations internationales, les fake news, les coups comme permanents, la forme qui prévaut sur le fond, toutes ces vérités alternatives qui sont fabriquées par les uns pour se pousser par les autres, est-ce que vous pensez malgré tout que c'est conjoncturel, qu'on retrouvera un état peut-être non parenté, mais où les choses se normaliseront et que finalement c'est ce qui motive à continuer à faire de la diplomatie pour dire elle retrouvera ses heures et toute son utilité? Je pense pas qu'on retrouvera le monde d'avant, dans le sens où le monde dans lequel on vit a introduit une dimension qui n'existait pas il y a 25 ans. Le monde d'Internet, le monde des réseaux sociaux a transformé en profondeur
notre rapport au monde. Il a achevé de disloquer ce qui restait de frontières nationales entre communautés qui aujourd'hui ne se structurent plus fondamentalement en États-nations, même s'il y a paradoxalement un retour des États-nations, voire même des empires. Mais on voit très bien que se chevauchent plusieurs logiques, à la fois la logique de réaffirmation d'une force totalement désinhibée pour obtenir ce que l'on veut par tous les moyens, y compris des moyens que la charte de l'ONU aujourd'hui interdit, mais que parallèlement à ce retour des États-nations sous leur forme la plus désinhibée, on a en superposition des communautés qui sont régies par d'autres standards, d'autres lois et qui échappent en grande partie aux États. Rien ne permettait d'anticiper pour l'élection de Trump 2 que la Silicon Valley ou, pour faire court, les oligarques de la tech euh, finiraient par faire une alliance avec celui qui a incarné l'électorat populiste d'une Amérique la plus, comment dire, critique vis-à-vis justement de tous ceux qui incarnent aujourd'hui une forme de mondialisation absolue. Et donc rien ne permettait d'imaginer que ces mondes allaient converger, et ils convergent précisément par les réseaux sociaux, par Internet. C'est-à-dire que ce sont les réseaux qui aujourd'hui dictent un nouvel ordre qui est un ordre qui échappe en très grande partie à la régulation des États. Et c'est pour ça que si l'Europe aujourd'hui a une responsabilité majeure, c'est d'intervenir dans ce champ des réseaux et d'une information qui petit à petit anesthésie une grande partie de nos populations, les rend vulnérables à ces fameuses réalités alternatives qui ont le charme des choses qui peuvent coexister de manière totalement, pour nous, ça paraît irrationnel que des vérités alternatives puissent coexister, mais dans le monde que Internet et les réseaux sociaux sont en train de créer, cette coexistence, elle est de fait. Et là, moi, j'y vois sans doute un des plus grands dangers pour les relations internationales, dans la mesure où ça interfère à tous les niveaux. On le voit d'autant plus qu'en juillet dernier, Donald Trump a annoncé par exemple la décision des États-Unis de se retirer à nouveau pour la troisième fois de l'UNESCO. Donc il confirme, alors je ne sais pas s'il fait payer à l'ONU ce que l'ONU fait en se retirant de l'UNESCO. En tout cas, ça a des conséquences considérables et ça confirme que sa volonté à lui, c'est plutôt de pratiquer le bilatéral et le transactionnel plutôt que le multilatéralisme. Mais il n'est peut-être pas le seul à penser ça, il n'est peut-être pas le seul à vouloir jouer ça. On voit qu'il y a aussi pas mal d'organisations internationales qui se développent, de l'organisation de coopération de Shanghai qui se renforcent, on voit les BRICS qui s'élargissent. Est-ce que finalement tout ça ne redessine pas, vous parlez non pas un ordre mondial, mais des ordres mondiaux qui chacun, en fonction d'intérêts, d'alliances ou de proximité géographique, finalement redessine la carte de ce qui les unit, et puis en laissant finalement tomber l'ONU, dont il semble effectivement qu'il se désintéresse aussi, parce que finalement l'ONU ne parvient pas à grand-chose. Alors, si on prend le cas des BRICS, ce qui les unit pour l'instant, c'est un front commun contre l'Occident. Est-ce que ça suffit pour faire un agenda positif? On voit bien que c'est pas le cas. Le Brésil ne s'aligne pas sur l'intégralité des positions de la Russie. La Chine ne partage pas forcément l'intégralité des positions de l'Iran. Les agendas sont pas les mêmes, et donc moi je crois pas que l'hostilité vis-à-vis d'un bloc suffit à créer un nouvel ordre international. Ça crée une expression de mécontentement, ça ne crée pas pour autant un agenda positif. Le G20 était, en revanche, une volonté de dépasser une structure qui aujourd'hui euh, continue de peser dans le monde, mais n'est pas le G7 à la hauteur des attentes de l'ensemble des pays dans le monde. Et le G20 était une bonne façon. Quand vous avez le G20 réuni, vous avez 80% de la population et de la richesse mondiale. Donc si à 20 ou équivalent, on arrive à se mettre d'accord entre pays du Nord, pays du Sud, pays émergents,
il peut se passer des choses, mais le G20 ne s'est jamais positionné comme une structure concurrente de l'ONU. Il y a une seule structure qui aujourd'hui euh, incarne la légitimité internationale, c'est l'ONU. Un peuple, une nation, une voix. Et bien sûr que c'est ingrat de se mettre d'accord à 193 nations, mais c'est la seule façon qu'ont toutes les nations d'être entendues et d'être respectées. Et d'ailleurs, on le voit une fois encore, même si les votes de sanctions contre la Russie ont pu être discutés et donner le sentiment que la communauté était divisée, on voit bien que quand il s'agit de se prononcer sur l'agression d'un pays par un autre pays, la condamnation est unanime, ce qui veut dire que pour la communauté des nations, ça compte encore le respect du droit international. Et donc oui, je pense qu'il ne faut pas laisser prospérer des organisations concurrentes qui vont se parasiter et qui, à la fin des fins, rendront impossible toute action concertée au niveau global, mais il faut, tout en préservant des espaces régionaux de coopération, mais qui sont prévus par la charte. La charte prévoit que l'Union européenne puisse exister en tant que telle, que l'Union africaine puisse exister en tant que telle. Tout ça, ce sont je dirais des sous-ensembles d'un grand ensemble qui est l'ONU. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse faire l'économie de l'ONU. J'en viens à ma dernière question. On voit bien qu'un certain nombre de grandes tendances qui transforment le monde en profondeur. De votre point de vue, en ce qui concerne la France et aussi l'Union européenne, finalement, face à ces grandes tendances, quels sont les défis auxquels nous devons nous atteler dans les mois et les années qui viennent, avec notamment comme ambition finalement de contribuer à ce qu'on essaie de faire au travers des valeurs qu'on porte, finalement, j'allais dire, en étant un peu utopique, à rendre le monde meilleur ou plus juste. Je crois que les défis auxquels la France est confrontée, ce sont les défis de l'Europe en général. Je dis pas de l'Occident, hein. Je pense qu'il y a une grande différence à faire aujourd'hui entre l'Europe et l'Occident. L'Europe, qui est le dernier bastion aujourd'hui à incarner euh, une forme d'idéal qui repose sur le socle des Lumières, qui a à la fois la possibilité de partager quelque chose sur la base d'une forme de rationalité, c'est-à-dire le sentiment que la science est encore synonyme de progrès, que la science peut nous aider à trouver du commun si on est d'accord sur rien parce qu'on ne partage même pas les critères de vérité. Il va être impossible de trouver des voies d'action commune. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel l'Europe est attachée et qu'elle doit continuer de promouvoir. La rationalité a un sens, la science également, la vérité aussi. La promotion aussi de valeurs, même si aujourd'hui elles sont battues en brèche, y compris par nos meilleurs alliés qui considèrent que défendre les plus démunis, défendre les minorités qui ont été longtemps opprimées, que défendre la moitié de l'humanité sur cette terre, à savoir les femmes qui ont et qui continuent d'être opprimées dans la plupart des pays, ce sont des combats ringards et woke. Eh bien, l'Europe doit absolument euh, assumer ses choix et montrer que ce ne sont pas des choix woke, ce sont des choix fondamentaux de société. Et il suffit de parler et de voyager et d'aller à la rencontre de ceux qui ne bénéficient pas de ces droits, des journalistes qui sont mis en prison, des opposants qui sont tués, des femmes qui sont battues, voilées contre leur gré, pour voir que cet idéal des Lumières, il a encore une portée et il y a un message pour l'humanité. Peut-être que la façon de porter ces messages doit être différente, peut-être avec moins d'arrogance, peut-être avec plus de dialogue, peut-être en tentant de trouver aussi des formes qui tiennent compte des histoires singulières de chaque pays, des civilisations qui sous-tendent aussi ces histoires. Mais néanmoins, je pense qu'on a une responsabilité première. De la même façon, accepter l'idée que le monde d'Internet doit être un monde totalement dérégulé, ouvert à tous les vents, et qui, au nom de la liberté, va annihiler précisément la liberté de chacun, parce que nous n'aurons plus la possibilité de choisir avec qui dialoguer, parce que nous serons tous enfermés dans des bulles algorithmiques, et que nous serons tous atomisés dans ces espèces de vérités alternatives qui feront de nous des somnambules qui pensons décider mais qui ne décideront de rien. Je pense que là encore, l'Europe a une responsabilité majeure, et la France singulièrement, compte tenu de la place qu'elle occupe dans l'Europe. Et je conclurai là-dessus, la France a sans doute aujourd'hui un message très, très fort
et qui sera pas forcément facile à accepter pour l'ensemble des pays européens, sur la question de la souveraineté. La souveraineté, c'est accepter l'idée qu'on ne va pas remettre à d'autres les éléments clés de notre destin. Ça vaut pour la défense, ça vaut pour l'économie, ça vaut pour la santé de nos compatriotes, ça vaut pour la culture, ça vaut pour l'information, ça vaut pour beaucoup de domaines. Il faut accepter cette idée de reconquérir une partie de notre souveraineté. Le défi est gigantesque, puisqu'on revient de très loin. Certains étaient même prêts à accepter une forme de vassalité heureuse, en se disant, après tout, c'est pas très grave de ne pas maîtriser notre destin sécuritaire. D'autres le feront pour nous et mieux. Il suffit de bénéficier des dividendes de la paix et le doux commerce fera l'affaire. Plus rien de tout cela ne fonctionne aujourd'hui. Donc il faut que on ait un véritable réveil stratégique. Et je pense que la France est bien placée, puisque la France n'a renoncé ni à sa souveraineté militaire. Nous avons une force de dissuasion que nous sommes même prêts aujourd'hui à mettre à disposition de l'Europe, en complémentarité de ce que pourront faire aussi les Britanniques. Nous avons, même si malheureusement nous avons perdu des pans entiers de notre industrie, contrairement à notre grand voisin allemand, nous avons toujours défendu cette idée qu'on ne pouvait pas s'en remettre exclusivement aux lois du marché et que la délocalisation de nos industries à terme aurait un coût sur nos emplois et sur la vie politique dans notre pays. Aujourd'hui, je pense que tout le monde en est conscient. Le Covid est passé par là, qui a démontré que des chaînes de valeur euh, qui nous échappent, bah, c'est aussi la maîtrise de nos destins qui nous échappe. Donc tout cela, ça ne veut pas dire un renfermement sur soi hein, ou un repli exclusivement à l'intérieur de nos frontières, ça veut dire créer des espaces de souveraineté euh, avec des cercles concentriques différents, mais ne pas hésiter à un moment à reconnaître euh, qui peut être notre meilleur allié dans cette vision d'une souveraineté qu'on peut partager, mais sans être trop nostalgique de l'ordre ancien. Merci Didier Lebray, c'était absolument passionnant. Vous Merci nous beaucoup. avez, au travers de ce podcast, aidé à mieux comprendre le monde qui nous entoure, mais aussi les enjeux de la diplomatie française et européenne, les enjeux de votre métier, ce que vous faites. Au travers de ça, on peut comprendre et on peut mesurer la grande valeur que notre diplomatie apporte et vous l'incarnez avec talent et merci infiniment. Et puis, vous avez cette Académie diplomatique et consulaire qui maintenant organise pendant ces 2 jours cette première édition de la Fabrique de la diplomatie. Nous avons hâte de vous y retrouver. Un immense merci. Alors si ce podcast vous a plu, bien écoutez, n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à rejoindre sinopia.fr ou sur nos réseaux sociaux pour continuer la conversation. Nous vous retrouverons très bientôt, le mois prochain, pour une nouvelle thématique d'Imaginer demain. Merci encore.